Après, le bacon est vraiment fou, tu vois. Genre, quand tu le manges. La première fois que je l'ai goûté, je me suis dit, ah ouais, ok. Ils sont forts, les ingénieurs chez nous, là. Mais du coup, ce qui est fou, c'est que toi, genre, t'es arrivé quand il y avait déjà le produit. Et c'est toi qui a créé la marque, du coup? Ouais. Ok. Toi, t'as eu l'idée du nom? Là, c'est parti ou pas? C'est pour voir si. Ouais. C'est pour voir si je m'applique ou pas. Ah ouais, non, tu peux. Oui. Mais tout à fait, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me la poser. Jusqu'à un moment, je vais dire bonjour, mais tant qu'on parle, on parle et je présenterai le concept. Non, bah écoute, en fait, moi, l'histoire de la vie, c'est que complètement par hasard, je suis tombé sur LinkedIn sur une vidéo de bacon qui cuit. Ok. Jusque-là, si tu veux, rien de très intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos de bacon qui cuisent sur LinkedIn. Et puis je vois un mec qui dit blablabla, plant-based, machin et tout. Je regarde, je fais ça, c'est du bacon végétal. Putain, ils font des progrès. Ils font du progrès. Tu vois, moi j'étais chez Danone, donc je regardais beaucoup les alternatives végétales au lait animal. Ouais. Évidemment. Et la viande, c'était pas trop dans mon radar. Tu vois. Et quand j'ai vu son post sur LinkedIn, je me suis dit, c'est un truc de fou. Ouais, c'est une start-up parisienne. Ok, d'accord, tu vois. J'ai mis une blague en commentaire, je sais plus ce que j'avais mis. Un truc blague, genre en mode, je veux quand même être un peu intelligent parce que c'est LinkedIn, donc j'avais fait un effort. Et Nico, le fondateur, il avait répondu une autre blague. Je m'étais dit, ah tiens, sympa, marrant, and that's it, tu vois. Et quelques jours après, je cherchais du taf, en l'occurrence, plutôt pour un proche. Ok. Et Welcome to the Jungle, que je connaissais pas. Donc, et je vois qu'il cherche un directeur marketing. Je fais, attends, mais c'est le mec du bacon, etc. Donc je lui envoie un message et puis ça a commencé comme ça, quoi. Ok. Ça a commencé comme ça et donc eux, ils avaient le produit. Ouais. Donc si tu veux, je me suis retrouvé dans les bureaux, pas très loin d'ici, un peu comme ça, en mode un peu, tu vois, petite production, bien sympa, et voilà. Et si tu veux, ils me font goûter le bacon. Et donc je croque dans du bacon végétal et puis je dis oh la vache, ah ouais, franchement c'est bluffant. Et là j'entends 3 mecs qui ricanent, tu vois, derrière moi. Donc je me dis mais je leur ai même pas dit bonjour, on se connaît pas, ils se foutent de ma gueule ouvertement. En fait j'ai compris après que tous les gens qui goûtent disent exactement pareil avec la même intonation, tu vois. Ah ouais, attends, j'avoue. Ah ouais, c'est bluffant, tu vois. Je pense que j'ai eu la même réaction aussi, tu vois. Quand j'ai dû goûter la première fois, j'ai dû me dire, quand je l'ai vu cuire et crépiter, je me suis dit, ah putain, c'est bluffant. Ouais, c'est le mot qui va bien, tu vois. Ouais, c'est bluffant. Le français est une langue assez riche, mais il n'y a pas beaucoup d'autres. C'est pour ça que les gens rigolent, tu vois. Il y a un moment, on a mis un compteur à bluffant. Ok. Donc voilà, ça a commencé là. Et puis ils voulaient lancer une marque. Ils avaient. Quand tu es start-upper, assez souvent, avec ton drive, avec ta gouaille, avec ton envie de changer le monde, tout est un peu possible, tu vois. Et puis de temps en temps, tu te tapes quand même des barrières. Et ils avaient voulu faire une marque sans expertise particulière, ce qui est très cool. Et c'est un peu le loto quand même dans ces cas-là. Et en fait, c'était parti dans une direction et ils s'en étaient jamais sortis, tu vois. Donc ils étaient assez déçus. C'était quoi la marque? C'était 70. C'était donc le nom de la boîte. C'était et c'est toujours 77 Foods. 77 Foods. 77 étant 77% des terres agricoles utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. Donc c'était vraiment le nom du laboratoire de recherche, tu vois. Auquel ils s'étaient tous habitués parce que c'était leur boîte, c'était leur bébé, donc c'était fantastique pour eux, ça avait une vraie valeur de marque. Et tu vois, quand j'ai rencontré Nico, et voilà, ils voulaient absolument lancer dans leur business plan, il fallait qu'ils lancent pour lever les fonds et vraiment lancer la machine. Et donc il m'a dit, écoute, on a essayé de faire du marketing, on n'a pas trop réussi, donc tant pis, on va lancer sous la marque 77 Food. De toute façon, le produit est tellement ouf que ça va se vendre tout seul. Tu vois, une vraie vision d'entrepreneur. Et c'est là où j'ai fait non mais attends, mais peut-être que je peux t'aider, tu vois. Je me suis dit, je veux pas les laisser. Je pensais que c'était une connerie. Ça se trouve, ça aurait très bien fonctionné, mais je pense pas. Et du coup, je voulais pas les laisser partir, tu vois. T'as eu raison dans la grande distrib. Je pense que t'arrives, même si ton produit il est bon, faut déjà que les gens tendent la main vers ton produit, quoi. Et puis ensuite, il faut qu'ils s'y attachent après. Parce que même s'ils aiment bien, demain, t'as quelqu'un qui arrive avec le même produit dans 2 ans, c'est fini. Enfin, le produit, même s'il est bon, il va plus exister parce que c'est la marque qui va quand même dominer derrière. Ouais, exactement. Ouais, t'as ça, et puis t'as
enfin, tu vois, sur le produit, le plus important, c'est le produit. On est en food, tu vois, donc là, on goûtait votre pâte à tartiner, c'est le premier truc que je veux faire, c'est de goûter, tu vois. Et après, d'instinct, tu sais si ça va fonctionner ou pas, parce qu'en fait, le food, ça marche comme ça. Le truc, c'est que, comme tu le dis, il faut déjà que les gens le goûtent, et voilà. Et puis, t'as quand même, le fameux syndrome Pepsi, c'est pour ça que j'étais surpris sur ce que tu disais sur Nutella, mais le Pepsi paradoxe, quoi, tu vois, c'est qu'en fait, Pepsi, c'est meilleur que Coca. Ils ont toutes les études scientifiques du monde qui montrent que Pepsi, c'est meilleur que Coca, et voilà, et c'est le grand paradoxe marketing. Mais en fait, le pouvoir de la marque, il est quand même très souvent supérieur à la réalité du produit. Donc tout le monde préfère Pepsi en blind, mais tout le monde préfère Coca-Cola en branded parce qu'ils ont réussi à créer un univers de marque. Ça fait quasiment partie de ta culture. Et c'est comme ça, quoi. Donc je voulais pas les laisser partir, tu vois. T'as bien fait. Dans cette direction-là. Ok. T'es à l'origine du nom? Ouais. Okay. On a fait appel à une agence de naming qui s'appelle Roman International. Ouais, je suis à l'origine du nom. Okay. Alors, je suis à l'origine du nom. La vie, c'est un nom commun et un nom propre à la fois. Mais non, on a montré, là, on a fêté les 1 an de la marque il n'y a pas longtemps. Okay. Et du coup, j'ai ressorti un peu les archives de l'époque où je bossais un peu en sous-marin avec les fondateurs Nicolas, Vincent et Kelly à l'époque, qui a quitté l'aventure depuis. Donc, je sortais un peu les archives et donc j'ai retrouvé une slide de PowerPoint où tu as, je sais plus, pour prétendre que c'était organisé, j'avais fait un peu des colonnes, je pense, tu vois, avec des thèmes, ouais, avec des thématiques, tu vois, mais j'en avais quand même dépiné un certain nombre. Et puis tout en bas à droite de cette slide, en orange, c'est le seul mot qui est en orange, il y avait la vie. Et puis, alors, je sais pas si tu veux que je te raconte maintenant la genèse du nom, mais en fait, Nicolas Schweitzer, le fondateur, et moi, on est un peu câblés pareil, c'est-à-dire qu'on a des énergies créatrices, tu vois, on est... je sais pas, on est dans un roller coaster émotionnel permanent. Ok, je suis un peu comme ça aussi, je pense. Ok. Donc parfois on a des waouh moments où on a l'impression que ça y est, on a résolu la problématique de l'élevage intensif. D'avoir touché un truc et tu te dis putain, c'est le incroyable. Graal. Voilà, le Graal. Et puis parfois on a des moments où on a l'impression d'être, je pense, les pires sombres merdes que la Terre ait portées. Et donc on est passé par plein de phases pendant ce moment un peu sous-marin où j'étais en train de quitter Danone et en même temps j'étais en train de les aider. Et j'avais une shortlist de noms que je trouvais vraiment stylés. Donc on se textait la nuit. Ah ouais, trop cool celui-là. Imagine on arrive à le déposer. Mais c'est formidable, c'est game changer, c'est tellement disruptif. Tu vois, tous les enfers des start-upers passés par WhatsApp. Et puis en fait, assez rapidement, donc on savait qu'on voulait être différenciant, on savait qu'on voulait casser les codes de la viande animale et du végétal aussi, donc être un peu la disruption de la disruption. On voyait venir à 10 km qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire la multiplication des offres qui sont très similaires en fait. C'est un raz-de-marée là qui commence et qui va pas s'arrêter avant. Ouais, sur les alternatives végétales à la viande. Ouais. Tu vois qu'il y en a de plus en plus. T'as Beyond Meat qui est arrivé et ensuite derrière t'as eu un raz-de-marée et ça se multiplie quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand t'es dans une catégorie, quand t'es dans une catégorie qui est une catégorie disruptive. Par définition, ton réflexe, c'est de juste embrasser les codes de la catégorie. C'est déjà une disruption en soi. Donc en fait, tu vois, entre Impossible Meat, Beyond Meat, Like Meat, New Meat, Next Meat, Like Meat, tout ça, c'est des vrais noms de boîtes. C'est pas des... c'est pas... C'est comme les... Là, pour l'instant, j'invente pas. Ouais, c'est ça. On dirait un truc de coiffeur, Ouais, voilà, exactement. L'air du temps, je sais pas quoi. L'air du temps, hairstyle. Ouais, exactement. Et c'est un peu ça, et c'est normal. C'est-à-dire que tu sais quand t'es... c'est un truc qui est nouveau, c'est un truc qui s'inscrit en disruption de la viande. Donc tu casses déjà des codes. Donc ensuite, t'as pas forcément envie de casser les codes de la catégorie qui casse les codes. Tu vois, ça devient un peu compliqué pour les consommateurs. Donc nous, on s'est dit, en fait, la problématique, c'est qu'il y a déjà plein de marques qui existent, qui font du très bon boulot. T'en as cité une aux États-Unis, Beyond Meat, il y a Impossible aussi, qui fait du bon boulot. Il y a plein de startups dans l'écosystème européen qui font du super taf pour installer cette catégorie. En revanche, paradoxalement, on avait identifié assez rapidement qu'il y avait une espèce d'espace un peu vide
qui était l'espace de l'entertainment. C'est-à-dire que, tu vois, je le dis comme ça, je sais pas comment on dit en français, de l'amusement, on va dire. En fait, la bouffe, c'est quand même normalement du plaisir, du kiff, du fun. Tu vois, tous les codes de la... Tu vois, tu prends Coca-Cola, tu prends Ben & Jerry's, tu prends toutes les grandes marques. T'es toujours dans le fun, t'es toujours dans le plaisir, t'es toujours assez souvent dans l'humour, dans la joie, dans le pop, dans l'explosion de couleurs, etc. Et ça, en végétal, ça n'existait pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en fait, Nicolas, Vincent et Kelly, quand ils ont monté la boîte, ce que j'ai trouvé hyper rigolo, c'est qu'ils se sont focalisés sur le gras. C'est vrai que moi, quand on m'a présenté la vie la première fois... On t'a parlé de gras, non ? On m'a dit Docteur Gras. Ouais. On m'a parlé d'un docteur Gras, tu vois. On m'a dit, c'est un mec qui a fait, un des fondateurs sûrement, qui est à l'origine du produit. Vincent Poulichet, ouais. Un doctorant. Tout à fait. C'est ça ? Un des experts mondiaux du gras, comme on l'appelle. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, l'histoire du... excuse-moi, c'est un peu décousu, hein, mais pour en revenir à la genèse du projet, en fait, c'est 3 personnes qui se rencontrent, qui se disent la viande animale, on adore, mais c'est pas tenable. Beyond Meat, Impossible aux États-Unis vont conquérir le monde. Qu'est-ce que nous, jeunes Gaulois, on peut faire différemment ? Donc, tu as plein d'axes possibles, tu vois, l'agriculture française, etc. En fait, eux, ils se sont dit, en fait, le gras, c'est ce qui donne le goût à la viande d'un point de vue physique. Hein. C'est-à-dire que le gras, c'est ce qui donne le goût à la viande littéralement, techniquement, chimiquement même, je pense. Et puis, c'est aussi le kiff, quoi. C'est-à-dire que quand tu as du gras dans ta casserole, qui crépite, la réaction de Maillère, les éclaboussures, le son, etc., tu vois, ça fait vachement partie de l'expérience multisensorielle de la viande. Et il se trouve qu'il n'y a pas de gras végétal. Alors, ça paraît surprenant parce qu'on a l'habitude des huiles, des margarines, etc. Mais en fait, tout ça, c'est du liquide. Ça veut dire que quand tu le chauffes, ça fond. Et il n'existait pas jusqu'à ce que justement nos experts trouvent la formule magique. Il n'existait pas de gras végétal qui cuit. Ok. Voilà. Donc tu peux penser à n'importe quel gras. L'huile de palme, qui est un sujet hyper important ici pour Papa Autant. L'huile de palme, c'est émulsionné, donc ça peut être solide. Par contre, dès que tu le chauffes, ça fond. Ok. Tu le vois dans les pots de pâte à tartiner, quoi. Vous avez réussi à rendre une graisse végétale aux mêmes propriétés quand ça cuit qu'une graisse animale, comme un bout de couenne de lardon ou de lard, quoi. Exactement. En fait, quand tu regardes une tranche de bacon végétal la vie, honnêtement, ça ressemble à du bacon, donc tu te dis pas qu'il y a des années de recherche derrière, etc. En fait, il y a 3 choses dans une tranche de bacon animal ou végétal. Tu as du maigre, du gras et le fait que ça colle ensemble. Donc dans la nature, c'est assez naturel, parce que ça marche comme ça. Quand tu veux reproduire ça à base de plantes, c'est extrêmement compliqué. Donc eux, à la base, ils étaient sur le gras, parce que c'était ce que les start-upers appellent un white space, un white spot, tu vois, un espace inattaqué. L'absence de gras dans les alternatives végétales américaines, elle est compensée par beaucoup d'additifs, d'arômes, d'exhausteurs de goût, d'agents de texture, etc. Donc les mecs se sont dit, c'est hyper malin, tu vois. Si on arrive à faire du gras comme du gras animal, ça va rendre la viande plus juteuse, ça va rendre le produit plus bluffant. On va enfin pouvoir faire des viandes grasses. Et puis, du coup, on va aussi pouvoir réduire énormément la quantité d'ingrédients. Qu'à la base, c'est ça la genèse du projet. Et pour en revenir à la création de la marque, ce que je trouvais, moi, ce qui m'a tout de suite plu dans cette approche, c'est le côté complètement contre-pied de la catégorie. Parce qu'en fait, plant-based, le végétal... Quand on te dit végétal, tu vas plutôt penser aux légumes, au Nutri-Score A, etc. Et en fait, eux, ils étaient obsédés par la crépitance, tu vois. La jutosité, le goût, etc. Donc, il y avait déjà un contre-pied au sein de la catégorie. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le branding... Moi, ce que j'aime bien dans la création de marque, c'est réunir 2 contradictions. Et c'est quand tu arrives à trouver un équilibre entre 2 choses qui fait qu'à la fin, tu as quelque chose qui est intéressant. Je sais plus quelle boîte de branding avait théorisé ça. Ouais, c'est ça, je le prononce bien. Je sais plus, mais c'était intéressant. J'en parlais avec un pote qui, lui, travaillait dans ces boîtes-là. Il me disait, quand tu prends 2 contradictions et que tu les fous ensemble, ça peut donner des cocktails intéressants. Donc, ce que tu dis, c'est intéressant. Tu vois, c'est marrant de se dire, OK, on est parti de comment on va casser un secteur qui est déjà en train de casser un secteur. Ouais. Oui, moi, je trouvais... En fait, à la base, quand même, tu vois, la vie, c'est un pied de nez. C'est-à-dire que la vision, tu vois, quand j'ai commencé à théoriser la marque, je sais même plus comment, mais à un moment, je me suis dit,
il faut qu'on soit au rayon de la viande. Mmh. Moi, je mange de la viande, hein, donc j'ai pas une éthique assez forte pour être encore vegan. Moi, je suis vegan, donc. Bon, bah bravo, félicitations. Je trouve que c'est très compliqué, tu vois, au quotidien d'être vegan. Et donc, je me suis dit bon, moi, je connais le rayon de la viande, ok. C'est un rayon où il n'y a pas de joie. En fait, j'ai compris pas mal de choses du marketing de la viande en me plaçant un peu en observateur, tu vois, en me disant, mais en fait, pourquoi c'est testostéroné, pourquoi c'est noir, pourquoi il n'y a jamais d'animaux sur les packs, etc. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est une industrie quand même de mort, que tu sois vegan ou viandard. À la fin, même si tu es viandard et que tu adores ça, ça reste quand même des morceaux d'animaux. Et donc, j'ai eu une espèce de conviction qui était plutôt un pied de nez à l'univers de la viande, qui était de dire, si demain on a une marque qui s'appelle La Vie avec des cochons heureux sur les packs, ça peut bien détonner. Mmh. Parce que c'est incopiable. La viande ne pourra jamais venir jouer sur ce territoire de la vie, des animaux heureux, des animaux qui se réconcilient avec les humains, avec la planète. Et en plus, c'est rigolo. Tu vois, je trouvais que c'était... Il y a une espèce de pied de nez un peu joyeux, un peu sympathique, c'est un peu poil à gratter d'avoir une marque de viande qui s'appelle La Vie avec des cochons peace and love, tu vois. Et je trouvais que ça allait très bien avec l'innovation produit qui venait pour le coup plutôt effectivement de, comment tu l'as appelé, professeur Gras, Docteur Gras, merci. Je suis sûr qu'il va adorer. Je trouve que ça venait bien, tu vois, c'était la bonne énergie, je trouve. Tu vois, il y a ce côté un peu pied de nez, poil à gratter, gourmand, rigolo. Moi, ce qui m'a eu dans La Vie, c'est l'histoire. En fait, moi, j'ai vu La Vie la première fois, on a fait un stand chez Cora, tu vois. On avait fait une animation un week-end chez Cora dans le Nord, à Flers, je pense. Et j'avais rencontré, j'ai oublié son prénom, mais une femme qui était là, peut-être la commerciale. Virginie, peut-être. Peut-être. Qui était là-bas et qui faisait, du coup, elle m'avait expliqué, elle m'avait parlé de l'histoire de La Vie. Ouais. Elle m'a raconté ça, tu vois, que c'était compliqué de synthétiser, que les protéines n'accrochaient pas. Enfin, elle m'expliquait tous ces trucs-là. Et elle m'avait dit, oui, nous, on a un Docteur Gras. Elle me racontait tout ça alors que j'avais le pack devant moi comme ça et je me suis dit putain c'est fou, tu vois. Ouais. Du coup vous avez réussi à créer un espèce d'hybride un peu chelou où quand tu le vois en rayon tu te dis ça a rien à... Enfin, j'ai jamais vu ça dans un rayon, tu vois. Et ce qui est aussi intéressant, et on en parle beaucoup avec Guillaume, parce que nous maintenant qu'on a tu vois, maintenant avec Papa Autant on a la marque qui vient d'être posée. En fait nous ça fait 3 ans qu'on est dessus, mais on a été assez organique, tu vois, dans la manière de procéder. Genre le pot prêt à consommer, on l'a fini il y a 1 mois et demi. On a levé de l'argent seulement il y a 6 mois, tu vois. On a fini de lever il y a 6 mois. Donc là, on a depuis seulement 1 mois un produit qui est prêt à être vendu. Avant, on a fait des préventes, on a créé la communauté, mais... Ouais. Et là, maintenant, c'est le moment où on doit aussi, tu vois, faire campagne, tu vois. Ouais. Donc prendre aussi tout l'univers qu'on a créé, parce que, tu vois, nous, quand on regarde Papa Outan, pareil, t'as un orang-outan qui est foutu sur un pot à côté de Nutella, tu vois. Donc en fait, le cerveau humain va assez vite pour comprendre que, tu vois, c'est... Ouais, tu t'installes en challenger direct. Ouais, t'as un petit orang-outan qui tient une pancarte dans ses mains en te disant protège ma maison. Tu vois Nutella à côté, tu comprends vite, tu vois, que à droite tu déforestes, à gauche tu sauves, tu vois. Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la manière dont vous avez mené le truc avec La Vie, c'est que là tu parles de la marque, vous avez créé la marque, et après vous avez réussi aussi à le matérialiser, genre sur le long terme, et à vous positionner comme ça, tu vois. Parce qu'une fois que tu as la marque, tu fais quoi? Tu vois, c'était quoi vos... Putain, désolé, Guy, il va me détester parce qu'à la base, on a des cartes. C'est vrai que j'aime pas faire d'intro. On tourne là depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est bien. En fait, ouais, on tourne tout, mais ça sera un épisode bizarre. Mais même là, ça, ce que je dis là... Attends, mais moi, je veux pas que ce soit un épisode bizarre. On recommence si tu veux. Non, mais c'est ce truc-là où on se parle depuis tout à l'heure, c'est trop bien parce que du coup, on a le... oui, non, mais bien sûr. Avec... En fait, je dis qu'il va me détester parce qu'on a fait 2 épisodes, je crois que c'était jeudi, avec Arthur de Time for the Planet et avec Guillaume de Gringo. En fait, on s'assoit et on parle et en fait, il enregistre, tu vois, déjà. Et... je posais pas les questions, je me servais pas du jeu de cartes. Oui, il y a un jeu de cartes depuis tout à l'heure. Bonjour. Mais c'est bien, c'est un format qui est Disons cool. Bonjour, à minimum. On peut dire bonjour. On peut se dire bonjour. Ça vient de démarrer depuis longtemps, mais désolé, hein, mais bonjour quoi. Bonjour, ça fait longtemps qu'on parle, c'était intéressant, désolé, mais bonjour. Je suis heureux de te recevoir aujourd'hui, Romain. Bon, ça fait longtemps qu'on parle, donc c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai que je suis heureux de te recevoir. Ça, tu vois, genre ça me passionne, tu vois, de voir comment ça se... De voir le... Moi, je suis un peu un
obsessionnel de branding, tu vois. Maintenant, ça a fusionné avec l'écologie parce que je suis devenu assez radical sur plein de sujets dans l'écologie. C'est un pubeux. Hein. Ouais, j'ai travaillé pour Nutella, j'ai travaillé pour d'autres grosses marques un peu crades, tu vois. Ouais. Et maintenant, je suis très engagé écologiquement parlant. Je suis dans plusieurs associations, tu vois. Avec Calawet, l'asso qu'on soutient avec Papa Outan, on est bénévole aussi pour eux. Même on a créé le produit pour soutenir l'asso, donc on est dedans, quoi, tu vois. Genre Shani, le mec qui a créé l'asso en Indonésie, on se parle, tu vois, on demande des news de la forêt, on est en construction avec lui, tu vois, de projets. Donc, c'est trop intéressant de te recevoir, parce que du coup, toi, des marques dans l'agroalimentaire qui pop comme ça, t'en as pas beaucoup, tu vois. Des produits qui arrivent à popper médiatiquement comme ça assez vite, c'est assez rare quand même. Tu veux que je me présente ou... Ouais, bah je vais te présenter. En fait, je vais te présenter le concept normalement, tu vois. Vas-y. Ce qu'on est censé faire, normalement. Mais bon, on fera pas beaucoup de questions, je pense. C'est qu'on a fait un jeu de cartes avec des mèmes dessus. Tu vois ce que c'est un mème ? Oui. J'ai 40 ans, mais quand même. Je demande, on sait jamais. Derrière ces mèmes, il y a des questions. Ouais. Tu vas tirer des cartes. Ouais. Et une par une, je vais te lire les questions derrière. Ouais. Et on discutera. En vérité, c'est pour un peu guider le truc. Mais ça dépend vraiment des épisodes. Il y en a vraiment où on se perd, tu vois. Genre là, on s'est perdu dès le début dans une discussion. C'est très bien, moi j'aime bien. Magnifique. C'est aussi le concept. C'est toi qui me dis, moi Mais tu peux te présenter si tu veux en quelques mots pour... Ouais, bah écoute, du coup, donc moi je suis Romain Jolivet, je suis le Chief Marketing and Creative Officer de cette jeune pousse qui s'appelle La Vie. Ok. Donc je supervise effectivement la création, donc le packaging, publicité, tous les trucs que tu vois sortir de La Vie sortent des équipes créatives que je lead et toute la partie marketing, innovation, développement produit, voilà. T'as une grosse équipe ? J'ai une grosse équipe en termes de talent. Et je leur fais un gros bisou. Écoute, au total, dans la team marketing et com, entre les différents pays, on est une petite dizaine. Ok. Voilà. Donc tu supervises tout le monde, tu synchronises. Voilà, là, tu vois, on est... alors oui, si seulement je ne faisais que les superviser, ils seraient contents, je pense, mais j'ai tendance à donner pas mal mon opinion. Mais je bosse avec eux beaucoup au quotidien. Ouais, tu vois, il y a beaucoup de... Enfin, franchement, j'ai une team exceptionnelle. Et pour un peu simplifier, on a des gens dans les pays. Okay. Voilà, une personne pour la France, une personne en Angleterre, par exemple, qui sont un peu les ambassadeurs de la marque et qui vont gérer le plan marketing dans le pays. Au niveau local, du coup ? Au niveau local. Tu adaptes en fonction des spécificités Ouais, exactement. Une équipe innovation qui est dans mon équipe, donc qui va gérer l'innovation un petit peu en transversal quand même, tu vois, pour essayer... L'innovation produit. Okay. Donc, qu'est-ce qui va sortir après ? Quel est le futur de La Vie ? Sur quoi on travaille ? Voilà. Et puis, une équipe créative. Ok. Ça, c'est un peu atypique pour une start-up à cet âge-là, avec un directeur de création, une directrice artistique et un génie touche-à-tout, graphiste, vidéo, motion designer, etc. Et si tu veux, moi, le centre de gravité de La Vie, c'est la créativité. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que c'est comme ça qu'on va gagner cette bataille contre la viande animale, parce qu'il n'y a pas plus chiant que de la viande animale d'un point de vue communication, marketing. Enfin, tu vois, ils peuvent raconter un peu des cracks, mais ils peuvent pas non plus complètement s'éclater. Donc moi, je suis persuadé que quand tu es une marque challenger comme ça, la créativité, l'ingéniosité, la personnalité, ça va faire une grosse différence. Et puis, on a ce rêve un peu fou de faire de La Vie une marque internationale et une marque qui sera là dans 100 ans comme un référent de l'alimentation. Les Américains, les Anglais, tous les autres pays, quand tu dis La Vie, ils sont à l'aise. Ils disent La Vie. Ils sont très à l'aise. Ok. Ouais. En plus, c'est un petit côté Frenchy peut-être qu'ils reconnaissent. En fait, c'est exactement. Tu vois, on a testé. Alors, on fait pas beaucoup d'études de marché. On reste une start-up, tu vois, mais on allait se frotter avant le lancement à quelques pays. Okay. Dont l'Angleterre et les États-Unis à Atlanta. Okay. Et les deux fois, on était un peu stressés. Tu vois, genre, t'arrives en Angleterre avec ta marque La Vie, avec ton bacon, au pays du bacon. Voilà, ça a été un énorme succès. Les gens comprennent très bien La Vie, ils savent pas tout ce que ça veut dire. Ils savent que c'est français, ils connaissent C'est La Vie en rose. Certains pensent que ça veut dire la voie, the way.
Tu vois, et que donc du coup c'est une voie alternative, voilà. Et puis la plupart savent que ça veut dire life et la plupart savent que c'est français. Mais il y a un vrai, c'est ça qui est chouette avec la vie, ça faisait partie du brief de l'agence de naming, donc tu vois Romain & Co International. C'est qu'on s'est dit il faut que ce soit un nom de marque qui fonctionne aux quatre coins du monde. Et aux États-Unis, à Atlanta, on avait plein de questions. Tu vois, on s'est dit peut-être que les Américains ils vont croire que c'est LA, tu sais, Los Angeles. Ah oui. Peut-être. Et en fait, franchement, tout le monde a compris tout de suite. C'est la vie en rose, c'est rose. Les gens pigent et les gens kiffent. Donc ça, c'est vraiment génial. Tu vois, on a vraiment réussi à craquer on a réussi à craquer des codes, je pense, tu vois, sémiologiques, des codes de branding qui sont assez universels. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je suis toujours en train de me présenter là, excuse-moi. Non, t'inquiète, mais dis-toi qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, c'est sans filet, voilà. Il n'y a pas de règles. Là, on est en freestyle. On est en freestyle complet, là. Bon, très bien. Ouais, non, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on a, depuis le début, on a voulu vraiment créer une marque qui était plutôt câblée, pensée même pour les États-Unis. Parce que c'est le marché, tu vois, qui peut nous faire passer vraiment de l'autre côté d'un point de vue impact sociétal. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un marché. Exactement. Donc, voilà, j'ai complètement oublié ce que je disais. J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Bravo. Et comme je te le disais tout à l'heure, une longue carrière aux quatre coins du monde chez Danone. Un ancien repenti. Est-ce que tu es un repenti ? Non, pas forcément. C'est une boîte d'agro qui est vraiment saine de l'intérieur. Pour le coup, là, je peux te le dire parce que je la connais en long, en large et en travers. T'as connu la période Faber, Emmanuel Faber, ouais, carrément, bien sûr. Ouais, de près, du coup, puisque je suis parti à peu près en même temps que lui. Mais ouais, carrément. Ouais, non, mais tu vois, j'ai connu l'époque Ribou aussi. Tu vois, c'est quand même Ribou et Faber. C'est quand même des leaders visionnaires, hyper inspirants, tu vois, qui voulaient et qui veulent vraiment faire de Danone une espèce d'ovni, de marque santé des consommateurs, santé de la planète. Alors parfois, évidemment, il y a des ambiguïtés parce qu'il faut que tu délivres du business et donc tu peux te dire, tu vois, les beaux discours, etc. Mais de l'intérieur, c'est très sain. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de faire de ce groupe un groupe agroalimentaire différent, beaucoup plus honnête, beaucoup plus engagé, beaucoup plus conscient depuis très longtemps de l'impact que l'entreprise a sur la planète, tu vois, donc assez proactif sur les sujets sociétaux et environnementaux. Et après, ça reste un groupe du CAC 40 qui doit faire des résultats pour faire plaisir à des actionnaires. Ce que j'allais dire, c'est comme il y a une réalité. Quand je travaillais chez BETC, à l'intérieur, c'est très cool, il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas, tout se passe bien, mais en fait, quand tu dézoomes un peu sur la structure, tu te dis quand même que c'est pas des boîtes qui travaillent dans le meilleur, qui avancent dans le bon sens, tu vois. Elles essayent de faire mais quand tu regardes Danone, tu vois, moi je serais plus critique sur la boîte, mais parce que je pense que j'ai une vision aussi peut-être un peu plus radicale, tu vois, genre de ces grands groupes un peu critiques. Mais moi c'est des boîtes que je trouve un peu hypocrite, tu vois, sur certains trucs, mais parce que c'est aussi toute l'ambivalence de ces boîtes-là, c'est qu'elles doivent faire des choses. Il y a les actionnaires qui les retiennent, donc elles peuvent pas non plus faire les choses à max, mais du coup en les faisant pas à max, les gens, genre comme moi d'extérieur, vont se dire en fait c'est encore plein d'incohérences dans ce qu'ils font, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue tout le temps, quoi. Mais disons que c'est une gestion d'ambiguïté. C'est difficile et peut-être que ça le deviendra pour nous un jour aussi si on est successful et qu'on appartient, tu vois, qu'on est un peu dépossédé du projet qu'on est en train de porter. Mais c'est du management d'ambiguïté. Après, honnêtement, encore une fois, de l'intérieur, non pas je vais y faire une publicité danonienne, mais je comprends, tu vois, c'est une boîte qui a un impact environnemental très impressionnant, notamment en Indonésie, tu vois, où je sais que vous œuvrez beaucoup avec l'asso que vous soutenez. C'est une boîte qui est très engagée pour essayer de faire son business de la façon la plus responsable possible. Mais c'est pas toujours possible. Ouais, non, c'est un peu compliqué. C'est du management d'ambiguïté. Mais tu vois, je comprends tu vois, par exemple, quand tu prends Nutella, tu prends Ferrero, les gens, je connais des gens qui travaillent là-bas, c'est pas des gens mauvais, quoi, tu vois. Genre, c'est pas ça, c'est pas les gens qui travaillent dedans qui font que c'est des gens mauvais. Ils se disent pas le matin, ah là là, je vais aller couper des arbres. Bien sûr. J'adore l'huile de palme, vraiment, c'est ma passion. Il doit y en avoir un quand même. C'est un dans le lot qui doit se dire. À l'Haïti. Un mec bizarre, au moins 2. Qui regarde des vidéos d'orang-outan. Mais foncièrement, c'est plus les structures et les systèmes. Et tu vois, le fait que maintenant, c'est des énormes paquebots
qui sont soumis à plein de règles économiques cheloues qui font qu'ils font de la merde. Mais les gens à l'intérieur, oui, je pense que t'as tes 17 ans là-bas, t'es pas quelqu'un... T'as pas signé un pacte avec le diable, quoi. J'imagine en rentrant, t'as pas mis ton sang sur un contrat. Non, pas de façon consciente en tout cas. Non, après, il y a tu vois, par rapport à la façon dont toi tu vis ton engagement, tu vois, il y a une autre école qui est de dire, voilà, si je fais bouger, j'ai un ami qui est chez un grand distributeur français dont on taira le nom, qui me disait, qui est très engagé okay. Sur l'écologie, sur le véganisme, etc., qui est hyper brillant. Qui me disait, en fait, moi, je suis rentré dans ce groupe-là, qui est un énorme paquebot hyper difficile à faire bouger. Par contre, si je peux le faire bouger de 2-3 degrés, bah, l'impact positif que je vais avoir, il est complètement démultiplié. Tu vois, je te prends un exemple très bête. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration de plastique recyclable dans les bouteilles d'eau. Donc, tu peux te dire les bouteilles d'eau, c'est un non-sens, etc. Mais en fait, il y a plein de pays du monde où en fait, c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est un des seuls produits qui a besoin d'un packaging pour être transformé, parce que tu peux pas le prendre dans tes mains, quoi, c'est de l'eau. Et en fait, bah, tu vois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des réflexions sur ma carrière en me disant, mais est-ce que j'arrête complètement de faire du marketing dans une boîte qui vend de l'eau en bouteille parce que c'est quand même pas super motivant pour se lever le matin? Ou est-ce que j'arrive à créer de la valeur, tu vois, à mettre en place un système de consigne à l'échelle d'un pays, à intégrer du plastique recyclé, etc. Et tu vois, je me motivais un peu comme ça. Et les gens étaient tous fondamentalement hyper bienveillants. Après, avec cette ambiguïté que tu soulignes, et peut-être pour finir sur la parenthèse Danone, il y a forcément une ambiguïté quand tu appartiens à des actionnaires et que tu fais 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, il faut manager les deux agendas. Ouais. Et c'est au quotidien un jeu d'équilibriste qui est hyper difficile. Oui, et puis après, il faut aussi se remettre dans le contexte que ça fait la crise écologique, on entend parler, elle est très médiatique en ce moment, depuis peut-être 1 ou 2 ans. Il y a 10 ans, c'était encore... Enfin, je sais pas, moi j'avais 17 ans. On n'en parlait pas beaucoup. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, on en parle de plus en plus, donc c'est aussi un truc où maintenant on se rend compte que on a besoin. Enfin, on se rend compte déjà qu'il y a des gens qui ont pris des décisions dans les années 80, 90, 2000, 2010, qui auraient pu être différentes et qui auraient fait qu'aujourd'hui on est moins dans la merde. Ouais. Et aujourd'hui, on sait qu'il nous reste une fenêtre de tir très courte pour pouvoir agir. Ouais. Donc, il y a la double peine quand, genre, moi en tant que jeune, tu vois, où je parle avec d'autres potes, c'est de se dire aujourd'hui, il faut des changements radicaux. Et ces grandes boîtes sont pas à la hauteur. Ouais. Et elles ont pas été à la hauteur, elles ont fait exprès de pas prendre ces décisions il y a 30 ans pour accroître juste du bénéfice, tu vois. Donc c'est ça, moi, qui me dérange dans ces boîtes. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. Je pense que de l'intérieur, c'est plus contrasté. C'est plus inconscient, je pense. Okay. Et puis c'est très graduel. Tu sais, c'est un peu. T'as tous les niveaux d'échelle de N+. Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que, tu sais, c'est un peu la métaphore là de la grenouille dans une eau chaude, tu sais, je crois que c'est faux d'ailleurs, mais tu sais, genre si tu la mets dans de l'eau brûlante, elle va sortir tout de suite, et si tu mets petit à petit, elle va rester dans l'eau jusqu'à mourir ébouillanter. Tu sais, il y a ce côté, c'est un peu pareil pour l'élevage intensif, pour revenir à la viande. Je pense que personne s'est réveillé un matin en disant « Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va buter 80 milliards d'animaux, on va défoncer toute l'Amazonie, on va mettre du soja OGM partout. Voilà, hein, faisons comme ça, on est tous d'accord. Ok, Michel, t'envoies le compte rendu de réunion. Allez, go, c'est parti. » En fait, dans les faits, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus lancinant. Tu vois, c'est pour ça qu'on prend souvent la métaphore de cancer. C'est que ça commence petit, tu vois, tu as des événements historiques, tu as la demande qui se développe, tu as un modèle qui marche plus, tu as quelqu'un qui fait une innovation, tu te dis c'est génial, les autres commencent à copier, ça grandit. Et puis au bout d'un moment, tu te retrouves avec un business model, des investissements, des milliards de gens qui font des choses qui, quand tu prends un tout petit pas de recul et que tu te places en, moi, ce que j'appelle un peu pas l'hélicoptère view, mais la alien view. Tu vois, c'est-à-dire que tu arrives sur Terre, tu es un extraterrestre et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça n'a aucun sens. Ils mettent des cochons, autant de trucs. C'est quoi quel est cet animal qui mange? C'est incroyable en fait, tu vois, quand tu regardes certains trucs qu'on fait au quotidien. Non, ça, je te le piquerai, l'Alien View. L'Alien View, ouais, c'est au-dessus de l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère, ça vole pas très haut et tout ça. Alien, c'est vraiment de très très haut, et c'est vrai que parfois, quand tu regardes, tu te dis en fait, tu vois, si on arrivait et qu'on était des extraterrestres et que les humains et la planète Terre étaient un nouveau territoire, on se dirait, ça c'est quand même très très chelou, quoi. Pourquoi ils font ça? Et en fait, je pense que ce qui est difficile, c'est que c'est des centaines, parfois des milliers d'années d'habitudes qui sont forgées, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et
tu vois, le problème de la crise écologique, c'est que c'est pas une crise brutale. Tu vois, le Covid, c'est un truc, tu te le prends dans la tronche, du jour au lendemain, tout change. Ah, ok, on met des masques dans le métro. Ah, ok, on reste chez soi. Enfin, tu vois, des trucs qui sont des aberrations. Tu vois, enfin, si on t'avait dit qu'un jour, tu resterais chez toi pendant X semaines, que tu mettrais un masque, que tu vois, c'est quand même... Tu te serais dit, bon, ça, en France, ça marchera jamais. Les gens le feront pas. Et puis, du jour au lendemain, tac, tu vois, parce que tu es face à un changement abrupt. Le problème de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que c'est tellement lancinant, petit à petit. Tu vois, c'est un peu la métaphore de jusqu'ici, tout va bien. Tu vois, on peut toujours aller un petit peu plus loin. Ça tient encore un peu, ça tient encore un peu. Et puis, c'est plus facile de changer quand on se prend un mur de plein fouet que quand on va vers le mur. Ils ont quel âge tes enfants, toi ? Alors, lesquels ? Les officiels ? Je parle jamais de mes enfants cachés, moi. Les vrais de vrais, ceux qui sont reconnus publiquement, ils ont 9, 7 et 1 an et demi. Ah oui, 9, 7, 1 an et demi. Voilà. Okay. Genre quand tu vois le monde, ça te fait pas un peu flipper ? J'ai une confiance très naïve, je pense, dans les jeunes. Ok. Donc non, pas tant que ça. Et puis quand je parle avec eux... moi, je pense qu'on va y arriver. Tu vois, honnêtement, je pense qu'on va y arriver. Quand je vois les jeunes générations qui arrivent derrière, par contre, je suis très lucide sur le fait que les générations, même la mienne, tu vois, et la génération d'au-dessus, ça va pas bouger. Moi, je crois vachement En fait, je crois dans les gens. Voilà, donc je me dis, nous, on est cons, mais les nouveaux qui arrivent, ils seront peut-être plus intelligents et de plus en plus intelligents. Et puis je suis optimiste. Okay. Si, ça me fait flipper, je te cache pas que parfois quand tu as des enfants comme ça en bas âge et que tu vois, je sais pas, tu vois, au début du conflit ukrainien, on était à l'hôtel, on était en vacances en fait, et on avait un peu zappé, on s'est retrouvés en train de faire le check-in avec ma femme, et puis on revient, il y avait les deux grands qui étaient devant la télé en train de regarder Euronews. Okay. Tu vois, au moment où les chars russes passaient la frontière sans dire bonjour, tu vois, sans payer le péage. Pas cool. Et du coup, les enfants, c'était pas cool, tu sais, c'était des moments, et les enfants regardaient ça avec des yeux comme ça, et tu vois, tu te dis, waouh, c'est dur. Mais je pense que l'amour est plus fort que tout. Ah oui, je suis d'accord. Donc en fait, tu vois, je me dis, non, mais en fait, ils vont y arriver. On essaie de les éduquer, de montrer un tout petit peu l'exemple, et puis voilà, moi, j'ai confiance en l'humain, fondamentalement. Moi aussi. Même si je suis en colère, mais en ce moment c'est parce que aussi je sais pas, j'ai des cycles un peu, tu vois, de vie. Là je suis en train de sortir d'un cycle où j'ai lu beaucoup de choses, tu vois, j'ai regardé beaucoup de contenu et je suis en train de... J'ai une phrase que j'aime bien, c'est une phrase très pompeuse, mais c'est: le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. Moi, je sens que là, je suis dans une zone de chaos, tu vois, intérieur sur plein de sujets, mais je sens que ça va. Je commence à structurer, à écrire, à faire des trucs pour faire en sorte que, tu vois, ça puisse être beau et pas que de la colère. T'es plus... ouais, c'est ça. Je pense que la colère, c'est une force hyper... Je peux la comprendre. Moi, parfois, je pète un plomb sur des trucs, mais il faut transcender cette colère pour porter l'espoir, je pense. Ouais. Et porter le champ. Et puis moi, je suis pas exemplaire. Tu vois, contrairement... je pense que toi, t'es beaucoup plus engagé. Tu vois, moi, oui, peut-être, mais il n'y a pas de pureté écologique. Tu vois. En tout cas, la pureté écologique, c'est... moi, je le fais parce que, déjà, je sais pas, j'ai trouvé un truc en moi qui me dit fais-le, tu vois. Mais je comprends qu'il y en a qui le font pas ou qu'il y a des rythmes différents. Et moi, depuis que je suis devenu vegan, genre, j'ai décidé de plus prendre l'avion. En fait, je sens aussi que ça... c'est de l'effet rebond sur mes proches. Du coup, ça qui est intéressant, tu vois, c'est que le fait de me dire j'ai arrêté de manger de la viande, je vais rebondir. Tu vois, j'ai une anecdote que j'ai vécue avec Guillaume il n'y a pas longtemps, tu vois. Comme je suis devenu vegan, je dois être beaucoup plus informé sur tous ces trucs-là. T'as forcément des gens qui vont te dire le jour où une carotte sera une âme, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sucer des cailloux. Donc, tu vois, à un moment, il faut pouvoir leur répondre, tu vois, c'est chiant, tu vois. C'est chiant comme remarque. Du coup, tu te renseignes. Par exemple, la dernière fois, j'étais chez Monoprix, tu vois, et j'étais au rayon alternative végétale. Au rayon La Vie. Et je prends, pas du La Vie parce que j'en avais déjà, je prends des nuggets à pivore, tu vois. Ouais. Et t'as un mec qui chope 2 paquets de lardons dans le frigo, et il me dit c'est où les pâtes ? Du coup, le mec, je lui dis c'est là-bas les pâtes, mais tu devrais goûter les lardons La Vie, tu vois. Mais non. Et je me suis retrouvé pendant une demi-heure
avec Guillaume, à parler au mec déjà des lardons la vie, à expliquer genre pourquoi, je sais pas qui, je sais pas quoi, tu vois, genre l'histoire qu'il fallait goûter. Et après, on a parlé pendant une demi-heure, tu vois, de véganisme et de crise climatique avec le mec qui était plus jeune. On s'est ajouté sur Insta et il veut qu'on aille boire un café pour continuer d'en parler, tu vois. Donc, est-ce qu'il a acheté les lardons végétaux la vie? Non. Tu sais pourquoi? Non. Le prix. Trop cher chez Monop? C'était à 3,50, un truc comme ça. Et lui, c'est 2 paquets de lardons où il y en avait 2 fois plus. Il a payé 3,50 pour les 2, tu vois. Ah ouais. Mais c'est encore un des freins dans notre industrie. C'est un des freins, ouais, carrément. Bah, le problème, c'est... souvent, on parle de pourquoi les alternatives végétales sont chères. En fait, on devrait parler de pourquoi la viande animale est aussi peu chère, tu vois. Et ça, c'est en train de changer big time. Mais il y a 2 choses quand même à avoir en tête pour les auditeurs qui nous écoutent. Parce que on fait tout pour essayer d'être le moins cher possible. Hein. Bon, déjà, on fixe pas les prix. Comme tu le sais avec Papa Outan, bon courage pour les négos en cours. Et puis, en fait, la viande animale, qu'est-ce que c'est pas cher? Alors, en France, c'est pas cher. En Angleterre, c'est encore moins cher. Et tu te retrouves dans des discussions avec les consommateurs, en fait, où tu leur dis, mais en fait, c'est pas cher parce que c'est un modèle ultra productif. Tu vois, il n'y a pas beaucoup plus optimisé au monde qu'une usine à lardons. Hein. C'est limite flippant. Hein. Tu vois, on est dans un modèle d'élevage intensif, donc c'est ultra productif, ce qui est bien son problème principal. Et puis c'est aussi subventionné avec nos impôts, ce qui est un peu paradoxal aussi. Je pense que ça va changer, tu vois, il va y avoir des vrais changements structurels dans nos sociétés aussi. Au bout d'un moment, on va arrêter peut-être de subventionner quelque chose qui est reconnu mauvais pour la santé par tous les experts et mauvais pour l'environnement par d'autres experts, tu vois, qui sont tous d'accord. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ça. En fait, au final, si tu regardes aujourd'hui, les alternatives végétales, ça va être à peu près 30-40% plus cher que les marques. Voilà. Et c'est l'équivalent des subventions étatiques qu'on verse. Super. Du coup, t'enlèverais les... C'est vrai que t'as un truc où... Ça fait chier pour le consommateur, mais merci d'avoir fait 30 minutes de discussion pour lui parler de nous. Ouais, au final, il s'est dit la prochaine fois. Est-ce qu'il l'a fait? Je sais pas. Quand c'est en promo. J'irai prendre un café avec lui et je lui demanderai alors, tu vois, est-ce que t'as fait ça? Il voulait faire des pâtes à la carbo pour son coloc et du coup je lui avais dit prends ça et je lui ai donné aussi une recette, tu vois, de pâtes vegan avec la vie. Mais ouais, en vrai, quand tu prendrais le vrai coût des choses, tu vois, donc tu prends le vrai coût d'un lardon à base de cochon. Si tu le calcules, il est beaucoup plus grand que juste un 5. Bon, on va pas tirer de carte, je pense. Ah mais si, mais moi je veux tirer ça. J'ai le truc sous le nez depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est? Donc je tire au hasard. Ouais, c'est ça. Choisis et tu tires. C'est quoi? On peut faire. Je peux les regarder. Tu les feuilletes, tu feuilletes donc le c'est jeu. Hasard. C'est hasard. Hasard, mais quand même. Est-ce que tu veux qu'on fasse en 10 minutes la version accélérée de ce qu'on aurait dû faire? Genre tu me fais des réponses, genre questions courtes, réponses courtes. Ouais, vas-y. Donc attends. On essaye. Du coup, je tire. Ah putain, comment il s'appelle lui? Quel enfer. On pourrait parler encore. C'est bête parce que j'aurais des questions à te poser sur comment vous avez fait. Ah, mais vas-y, pose toutes les questions que tu veux. Ah, je vais prendre ça. Évidemment, je vais prendre ça. Excuse-moi. T'inquiète, J'adore cette photo. C'est vrai? Ouais. Elle te fait quelque chose? Ouais, franchement, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà, mais. Elle me fait quelque chose, mais pas au sens où peut-être tu l'entends. Moi, je suis pas très foot, donc elle me fait rien. Mais oui. D'accord. Mais ce même, ouais. Non, c'est des bons joueurs. Giroud et Mbappé qui se font un gros câlin. T'inquiète, Guigui a prévu. Il y a des animations, il y a des cartes qui vont arriver dans tous les sens. Gros budget. Ok. Ouais, ça explose et tout. Tu vas voir, c'est fou. C'est quand la fois où tu as été le plus fier de tes équipes? Tu vois, tu me parlais tout à l'heure, il y avait une fois que le packaging était prêt, tu t'es dit waouh, là ça va marcher. Et tu m'as dit qu'il y avait un deuxième moment, mais tu m'as pas dit quel moment. Peut-être que j'ai mal compris. Non, si. Je suis fier. Honnêtement, je suis fier assez souvent parce qu'ils font vraiment des trucs de ouf. Peut-être un moment de fierté collective. En fait, on a eu je t'avais parlé d'une première présentation un peu waouh, dans le top 3 de ma carrière, je pense, donc qui était celle de quand on a abouti du design et de la direction artistique de la marque La Vie, que je trouve vraiment cool. Voilà, page de publicité. Le deuxième moment de fierté, d'adrénaline, vraiment le plus fort, je pense, c'est la première présentation de créativité qu'on a faite avec l'équipe étendue, à laquelle j'associe Buzzman, parce que c'était chez eux. C'est notre agence de pub. Ouais. J'ai un ami qui travaille là-bas, 2 amis. T'as 2 amis qui travaillent là-bas? Ouais. Cool. Que je dois connaître, du coup. Mais si tu veux, on a eu
Ouais, fier de l'équipe au sens large, donc Buzzman inclus, c'est-à-dire que je te la fais très courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on avait... donc moi, je voulais bosser avec Buzzman depuis très longtemps. Moi, je suis un peu comme toi, je suis un pubeux, j'adore la pub. Et je voulais bosser avec Buzzman depuis longtemps, et donc je suis arrivé avec ma petite marque, tu vois, mon petit PowerPoint, etc. Et pour te la faire très courte, ils ont adoré et le produit, et la marque, et la vision, donc ils ont accepté de bosser avec moi, ce qui était super chouette. Et donc je me suis retrouvé dans une réunion avec... les premiers employés de la vie, notamment Morgane qui gère la France maintenant avec moi, et puis la team Buzzman, donc Lou, Aline, Georges, et puis voilà, donc ils présentent le truc. Donc déjà il y avait Georges, tu sais, de chez Buzzman, qui est un mec assez charismatique dans l'univers de la pub, donc j'étais trop content, un sacré bonhomme, qui était dans la presse, donc j'étais content, et puis il m'explique, voilà, et puis il clique, et puis là je vois la conciergerie à Paris, avec une pub de 1 milliard de mètres carrés dessus, qui dit en énorme, c'est un juif, c'est un juif, un viandard, un musulman, un vegan à la même table, et c'est pas une blague, Packshot. Et là, je lis le truc. Donc déjà, cette phrase, c'est un... elle est terrible. C'est un roller coaster, c'est une montagne russe perpétuelle, parce que à chaque moment, tu te dis, oh là 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 là, ça s'arrête plus, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et puis tu prends tu vois, la résolution dans la tronche, et tu te dis, évidemment qu'il faut faire ça. Tu vois, c'est une phrase qui capture vachement de toute la dynamique de l'équipe, tu vois, qu'on avait partagé avec les équipes Buzzman. Et là, on est sorti de cette réunion. Et pour le coup, je n'exagère pas, j'étais exactement comme quand tu sors d'un grand 8, tu sais pas trop si t'as kiffé ou si t'as envie de, si t'as envie de gerber. Tu vois, tu sonné, trembles quoi. Un peu. Tu vois, moi, je suis fumeur occasionnel. J'ai taxé une clope dans la rue, je l'ai allumée, on était là avec Morgane, oh là là, oh là là, oh là là, mais on savait pas quoi dire, tu vois. T'es genre, alors, ouais, et toi, je sais pas, et toi, voilà. Et donc voilà, un grand moment de fierté, parce que je sentais qu'on avait capturé un truc de l'espace, très fier des créatifs de Buzzman qui avaient réussi à capturer vraiment l'essence de ce qui se passait en interne dans la start-up. Tu vois, ça va au-delà de la marque. Ouais. C'est des trucs qui étaient en train de se passer dans notre culture. Et puis la team et les fondateurs, Nico et Vincent, parce que je me souviens, je me suis dit, mais comment je vais raconter cette pub? C'est pas des marketeurs. Ouais. Ils vont me prendre pour un dangereux malade mental, si c'était pas déjà le cas, tu vois. Et donc, je savais pas trop comment vendre le truc. Et donc, je me souviens, on était sur le canapé en bas, dans les anciens bureaux, à l'étage -2, sans lumière. Je m'assois à côté de Nico, il me dit, ça s'est bien passé avec Buzzman? Je dis oui, ça s'est bien passé. Il faut que je te raconte. J'ai une blague à te raconter. Ouais, tu connais celle? Et donc je me dis, bon, allez, je me lance, quoi. Je dis, franchement, il y a un truc là, je pense que vraiment on devrait le faire. Et donc là, je lui dis le truc, et il fait genre. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les mains, tu vois? Il pleure, cache le visage derrière les mains. Et puis il enlève ses mains, et il fait, ouais, putain, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Stylé. Quand il y a l'alignement où. Et là, je me suis dit, waouh! Chez Danone, ça ne se serait pas passé tout à fait comme ça. Ah, c'est clair qu'il y aurait eu beaucoup moins de courage sur le. Ouais, t'imagines le courage des mecs, franchement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je te dis fierté étendue jusqu'au founder. Parce qu'en fait, tu vois, il faut quand même déjà, pour avoir donné les clés du camion à un mec comme moi, tu vois, qui connaissent un peu ni Dev ni d'Adam, c'est lui qui va inventer la marque. Et puis aller jusque-là dans la confiance. Franchement, j'en ai des petits frissons franchement, moi, rien qu'en t'en parlant. Tu vois, genre la dernière marque sur laquelle j'avais vraiment flashé, tu vois, et ça m'avait rendu un peu obsessionnel, je suis un peu de cette nature, c'était Airbnb, tu vois, où j'avais trouvé qu'ils avaient trouvé une essence, tu vois, où dans la tech, c'était un peu plat. Airbnb, ils sont arrivés, ils ont capté le Belong Anywhere, tu vois, et c'était assez fou, ils l'ont décliné dans le temps, comment ils ont réussi à faire en sorte que la marque, ça devienne un état d'esprit où tu appartiens à quelque chose. Et là, ce que vous avez réussi à faire avec la vie, ce que tu as réussi, tu vois. Et ça arrive pas souvent, tu vois, dans les marques où tu arrives à capter, tu vois, c'est vrai que tu as la vie et tu as la mort, quoi. Tu as réussi à capter un truc très binaire, tu vois, dans le truc de la viande qui est écoute, on n'est pas encore tout à fait au niveau d'Airbnb. Je te remercie du compliment, parce que c'est une des marques, je pense, que j'admire le plus au monde. Ah bah voilà. On se retrouve. Mais blague à part, je pense qu'il y a le potentiel. Non, mais clairement. Pour créer. Et puis voilà, nous, c'est notre. Maintenant, c'est l'exécution. Et c'est pour ça que je voulais. Ouais. On n'aura plus trop le temps. Si, non. Mais c'est. Parce que, une fois que tu as la marque, comment tu la lances? Tu vois, tu te fais un plan. Dans ta tête, tu te dis, je vais attaquer l'industrie, tu vois, l'industrie du porc. C'est quoi ton. T'as un goal, t'as un objectif, t'as des KPI, je sais pas, tu vois. Comment tu fais, quoi, tu vois?
Écoute, je vais pas te dévoiler tous les secrets comme ça. Non, écoute, c'est marrant que tu poses la question parce que si tu veux, pour te dévoiler un peu des secrets de cuisine, mais moi je fonctionne beaucoup à la célébrité. Donc je considère que ma marque, c'est un personnage. Okay. Donc, c'est-à-dire avec une personnalité très 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 forte, une façon de s'habiller très particulière, des passions très affirmées. Tu vois, vraiment un... Non, mais ça me parle parce qu'on fait pareil. On a le même exercice où on fait, pour faire la marque Papa Outan, on a fait le portrait chinois. Donc en fait, Papa Outan était un habitat, Papa Outan était une couleur, un lieu, un truc. Ensuite, on va lui dire c'est quoi ses passions, c'est quoi. Donc pour nous, Papa Outan, c'est quelqu'un, tu vois. Ouais. Genre, si on l'invite, il se pose. Il va pas parler comme moi, il va avoir une manière de s'exprimer, il va avoir un truc. Bah écoute, on a fait ça, mais de façon beaucoup moins élaborée, paradoxalement. Je pense que tu vois, je suis pas trop rentré dans le détail du portrait chinois, mais plus dans une espèce de... tu vois, moi, souvent, ce que je dis à mes équipes en France, c'est et Alain Chabat, il ferait quoi? Tu vois, et Alain Chabat, d'un point de vue, tu vois, tone of voice, personnalité, humour, intelligence, voilà. On a ce côté un peu, on a défini très clairement pour le coup la personnalité de la marque, c'est-à-dire c'est quoi ses valeurs, en quoi elle croit, c'est quoi son point de vue, c'est quoi son sens de l'humour, c'est quoi son centre de gravité. On n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et puis après, sur comment tu la lances, nous on a défini un certain nombre de plateformes de célébrités. On pourra en discuter pour Papa Outan. Ce que j'appelle les plateformes de célébrité, c'est bon, ok. Si tu prends n'importe quelle célébrité, par exemple, si je te dis, t'aimes pas le foot, mais je vois Mbappé sur la table. Si je te dis Mbappé ou Mbappé et que je vais dans la rue et que je dis Mbappé, vous allez me dire, je sais pas, foot, court très vite, peut-être sa célébration. Voilà. En fait, en général, les gens, ils sont célèbres pour 2-3 trucs. Okay. Tu vois, et en fait, moi, j'essaie de m'assurer que les 2-3 trucs pour lesquels la vie doit être célèbre dans les 10 ans à venir, ce sont des choses qui, fondamentalement, vont inciter les gens à essayer le végétal. Et donc, voilà. Et donc, en fait, on s'est réunis avec... à l'époque, il n'y avait pas de team, tu vois. Donc, on s'est réunis avec Morgane, qui aujourd'hui gère la France, avec Buzzman, en disant, voilà, nous, on a un petit peu analysé la catégorie, le marché, voilà ce qu'on pense. Voilà les 3 choses pour lesquelles on voudrait que la vie soit célèbre dans 10 ans. On lance en France. On pense que la plateforme pour laquelle on devrait être célèbre, qui est la plus différenciante, c'est celle-ci. Donc, c'est 3 faits, quoi. Par exemple, est-ce que attaquer les lobbies, en tout cas, être en biz-biz, si ça se dit, c'est pour que quand t'es en biz-biz, je crois que c'est pas ça, mais je vois ce que tu veux dire. Non, c'est quand t'es copain biz-biz. Ouais, donc c'est pas biz-biz, c'est l'inverse. Non. Quand t'es en confrontation avec le lobby, ça c'était un des 3 trucs. Non, il y a un des piliers qui est ce qu'on appelle l'activisme décalé. C'est-à-dire que, si tu veux, pour te la faire courte, nous, notre mission chez La Vie, c'est que les gens passent d'animal à végétal avec un gros smile. Okay. En gros, c'est comme ça qu'on simplifie notre mission au maximum. C'est simple, tu vois, on s'adresse plutôt aux gens qui mangent de la viande, on veut qu'ils essaient le végétal et qui kiffent. Donc je crois que c'est avec un gros smile, entre parenthèses, et un petit peu de gras sur le bout des doigts. Parce qu'on aime bien toujours rajouter une petite... voilà. Mais le gras fait partie du kiff, en fait, tu vois. Donc on est très... moi, je suis très content de cette mission-là. Je trouve qu'elle marche bien. Et puis, elle a le mérite d'être simple. Donc moi, je veux que les gens fassent le pas, mais en kiffant. Okay. Et qu'ils se retrouvent avec un gros smile et un peu de gras sur le bout des doigts. Et du coup, pour que les gens switchent, pour que les gens essayent, il y a un certain nombre de drivers, en fait. Un des premiers drivers, c'est il faut quand même que les gens comprennent le problème. Tu vois ? Parce que c'est vrai que c'est un peu un problème aujourd'hui, la viande animale, et c'est très bien marketé dans le sens inverse. Donc les gens doivent comprendre le problème. Donc le premier truc, c'est, en gros, on va appeler ça l'activisme, c'est-à-dire agir pour que les gens comprennent le problème. Donc informer. On pourrait même dire éduquer. Il y a peut-être écrit ça même dans un PowerPoint. Le deuxième, c'est le goût. Et le troisième, c'est l'innovation. Okay. Donc ça, je te l'ai simplifié un peu. Après, c'est écrit de façon un peu rigolote. Et sur éduquer, on s'est vachement posé la question parce qu'en fait, éduquer, bien souvent, déjà, si tu éduques quelqu'un, ça veut dire que tu as un savoir que l'autre n'a pas. Donc, tu te mets tout de suite dans une posture... du sachant, du professeur. Ouais. Ce qui peut être, honnêtement, très casse-pied. Et très, même, je pèse mes mots, tu vois, très infantilisant, très culpabilisant. Quand t'aimes la viande, quand tu vas au McDo ou un truc comme ça,
t'as pas du tout envie d'avoir un vegan qui t'explique qu'en fait, c'est pas bien. Enfin. Si, mais c'est chiant. Fondamentalement, le mec a raison. Moi, c'est un truc que j'évite au max de faire avec mes potes. Genre, s'ils sont en train de bouffer un steak devant WAM, s'ils me disent pas alors, il y a quoi dans mon assiette, tu vois, je vais pas leur dire tu savais que ton steak, tu vois, c'est chiant, tu vois. Bah ouais, bien sûr. C'est chiant, j'ai pas envie d'avoir cette posture. Ça marche pas. Non, comme ça marche pas avec les enfants, tu vois. Donc en fait, c'est comment est-ce que tu peux éduquer les gens, comment est-ce que tu peux les éduquer. Donc en fait, nous, dans notre plateforme de marque, dès le début, il y a une stratégie qui est l'activisme, quirky activism en anglais, qui se traduit peu ou prou par l'activisme un peu décalé, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se dit, on s'appelle un peu les gilets roses de la catégorie. On se dit, en fait, il y a beaucoup de marques militantes qui font du super boulot. Je pense aux Espagnols Deura, qui font un super boulot pour vraiment éduquer et avoir un rôle tu vois, de leader de catégorie, voilà, avec des faits qui sont importants. Et moi-même, en tant que CMO de la vie, je regarde leur content et j'apprends des trucs. Tu vois, j'ai eu au téléphone la semaine dernière. On a discuté, il est... Ouais, c'est des chouettes types. Tu vois, ils ont une vraie mission, voilà. En revanche, comme nous, on est la vie, et que notre centre de gravité, il est dans l'entertainment et la joie et le fun, on peut pas se permettre d'éduquer les gens comme ça. Donc il faut qu'on trouve une façon un peu différente de le faire, et on essaie de le faire avec nos armes à nous, et notre arme à nous, c'est l'humour. Et donc tu vois là, typiquement pour la Saint-Valentin, avec mon studio interne, on a décidé de larguer la viande, ce qui se fait pas le jour de la Saint-Valentin, mais bon, quand même, c'était trop tentant. Tu sais que quand j'ai vu ça, attends, mais c'est marqué sur le tableau là-bas, genre sur le 2 là-bas, faut qu'on parle, et c'est une lettre de rupture pour Nutella. Et genre, je l'avais écrit il y a un mois, où c'est un truc où je voulais faire, ah merde, on va sûrement le faire, tu vois, où on voulait inciter toute notre commu à écrire des lettres manuscrites avec faut qu'on parle, c'est fini entre nous et compagnie. It's not me, it's you. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise. Les salauds. Les salauds. Mais non, mais très bien. Mais on va le faire quand même, mais tu vois. Bien sûr. Faut le faire quand même. Oui, on va le faire quand même. Mais je te le dis, tu vois, genre si tu le vois. Bien sûr. Ouais, on y verra une sorte d'hommage. Ah bah oui, puis en plus on la connaît, la technique de regarde, c'est écrit, j'avais eu l'idée il y a un mois. Non, mais d'ailleurs, nous, on avait eu l'idée il y a 3 mois. Tiens, je relance. Non, mais de toute façon, bien sûr. C'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Beaucoup, ouais. C'est vrai. Beaucoup. Non, beaucoup. Non, c'est vrai. Mais tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu dis sur l'humour, nous, c'est un truc qu'on a pris du temps à le développer, et ça, c'est ce qu'on veut poser cette année. C'est on veut se moquer de Nutella. Tu vois, ouais. En fait, c'est comme la viande, tout le monde sait maintenant. Enfin, je pense qu'on arrive dans un niveau maintenant de société où on sait que la viande, c'est pas bien, on sait que l'huile de palme, c'est pas bien, on sait que les gros industriels font globalement un peu de la merde avec la santé de la planète, tu vois. Donc maintenant, c'est comment on fait. C'est plus une question de savoir, c'est une question de déclic, tu vois. Ouais. C'est un truc de comment tu arrives à faire en sorte que les gens tendent leurs mains vers la vie ou vers Papa Outan quand ils sont en rayon. Ouais. Et ça, je pense aussi que c'est en créant des nouvelles choses dans leur tête, des nouveaux sens d'appartenance, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de suivre quelqu'un dans la rue qui me crie dessus. J'ai plutôt envie de suivre quelqu'un qui me fait une blague et qui me dit on va boire une bière, tu vois. Donc, Exactement. En fait, nous, pour revenir à ta question mais du coup, une fois que tu as la marque et tout, comment tu la lances, on avait une espèce de stratégie de marque avec c'est ça notre mission, c'est ça notre vision, c'est ça où on veut aller dans 10 ans. Et c'est ça ce que moi j'appelle les plateformes de célébrité, qui sont, en fait, c'est intéressant de se le poser dès le début. Et je vous le recommande, un peu comme les attributs de personnalité, tu vois, the way you speak, the way you look, etc. Vraiment les basiques du marketing, pour moi, c'est de se dire, ok, donc ma marque, une fois que je l'ai établie, il y a 2-3 trucs pour lesquels je veux qu'elle soit célèbre dans 10 ans. Et quel que soit... Après, tu peux changer l'exécution. Évidemment, tu as raison, l'exécution, c'est tout. Sinon, c'est que du PowerPoint, de l'Excel. Par contre, ces plateformes-là, essentiellement, idéalement, il ne faudrait pas qu'elles changent, quoi. Tu vois, même des marques un peu qu'on peut diaboliser comme Coca-Cola. Ils sont trop forts. Les mecs, tu vois, Noël, ils ont une plateforme, tu vois, j'ai pas vu leur presse, mais je pense qu'il y a une plateforme Noël, il y a une plateforme Togetherness, être ensemble, il y a une plateforme rafraîchissement, et les mecs, tous les ans, ils arrivent avec une nouvelle façon d'exécuter le même truc, et du coup, ils sont super célèbres pour le rouge, le rafraîchissement, Noël, le goût, tu vois. C'est vrai, ouais. Et il n'y a pas beaucoup de trucs. En fait, Coca-Cola, toi, c'est pareil. Tu as listé 3-4 trucs avec la vie où tu te dis, je veux que la vie soit connue pour tel truc, tel truc, tel truc. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, après, toutes les idées, tu briefes tes équipes créatives en articulant ça autour de... Est-ce que ça rentre dans une de ces 3 plateformes? Ouais, idéalement, il faut que ça rentre. Parce que sinon... Surtout quand tu as une marque aussi, un terrain de jeu aussi fertile que celui qu'on a créé avec la vie, qui est une marque, tu vois,
hyper rigolote, assez simple à travailler. Enfin, tu vois, la partie la plus difficile, c'est d'avoir une plateforme de marque hyper simple à décoder, à comprendre. Ouais. Et tu vois, moi, je discute avec des consos, avec des copains, avec des collègues. Tout le monde a des idées pour la vie. Ouais. C'est génial, tu vois. Ça veut dire que t'as accouché de quelque chose, tu vois, qui va bien grandir. Ce qui peut être tentant, c'est de commencer à faire des easy pampans dans tous les sens. C'est-à-dire de faire des blagues. Ouais, faire des blagues, faire des vannes, faire des trucs super cool. Pour le 1er avril, tu vois, le 1er avril, on a reçu je ne sais combien, et c'est génial, de propositions de marques qui veulent faire des trucs avec nous. Okay. Et donc, c'est hyper flatteur pour nous, parce qu'on est quand même une marque qui a 1 an. Tu vois, donc se dire que tu as des marques en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, qui veulent faire des trucs avec nous pour le 1er avril, c'est hyper flatteur. Ça veut dire que ils kiffent ce qu'on fait, et que donc on va dans le bon sens. Mais en même temps, tu peux tomber dans le piège de faire des blagues pour faire des blagues. Et en fait, je pense qu'il faut s'assurer que 90% des choses que tu fais, elles soient stratégiques. C'est-à-dire que si nous, pour la Saint-Valentin, on largue la viande, ça fait marrer tout le monde. Mais en fait, quand tu prends un pas de recul, t'en profites pour passer tous les messages de pourquoi ça va plus la viande. Et aussi le fait qu'on aime la viande et on aime le goût de la viande chez La Vie. Et en fait, stratégiquement, cette campagne, elle est pour moi, mais vraiment pile on strat, parce qu'elle rentre parfaitement dans une plateforme de célébrité qui est l'activisme décalé. Et puis elle coche aussi les cases de la deuxième, qui est le goût, en fait. Et le simple fait d'être une marque végane qui déclare son amour à la viande le jour de la Saint-Valentin, évidemment, ça fait buzzer. Mais quand tu regardes la campagne, à la fin, on te dit on t'aime, mais c'est plus possible à cause de A, B et C. Et même la façon dont les problématiques de la viande sont énoncées, tu vois, on s'est vachement bossé la question. On est une marque jeune, on se pose plein de questions. On a commencé à écrire 80 milliards d'animaux. Oh putain, non, non, c'est glauque, ça, c'est pas la vie. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut. Et puis à la fin, on trouve un peu. On donne une tonalité assez légère à des problématiques environnementales et de bien-être animal qui sont catastrophiques. Parce qu'on est convaincu, et moi le premier, que c'est en le faisant de cette manière-là qu'on va réussir à convaincre les gens. Tu vois. Et à la fin, moi j'ai envie que les consommateurs de La Vie, ils achètent La Vie parce qu'ils trouvent que c'est super cool et super bon, beaucoup plus cool que la viande animale, et demain meilleur, tu vois. Et que by the way, c'est végétal. Okay. Tu vois, on essaye vraiment de déplacer le centre de gravité de la marque en se disant, en fait, les jeunes générations notamment, on veut que les jeunes générations achètent La Vie et pas de l'animal parce que c'est beaucoup plus cool. Ouais, parce qu'ils vont acheter La Vie. Ils vont acheter La Vie. C'est fou parce que il y a 1 an, quand on a refait le packaging, j'ai créé un dossier dans mon ordi qui s'appelait OVNI. Ouais. Tu vois, tu me disais genre mon packaging c'est un OVNI en rayon. La marque c'est un OVNI, ouais. Oui, la marque carrément. C'est un OVNI. Ouais, bien sûr. Quand on s'est reposé, on se disait ok, on va arriver en GMS maintenant, c'est bon, on est prêt, tu vois, on a la recette. On a refait le packaging, OVNI, on s'est dit, pareil au début on avait des labels, des trucs, on a mis label vegan, équitable et compagnie. Ouais. Quand on a retravaillé le packaging, on s'est dit on va tout virer. On va faire en sorte que Papa Outan, tu vois, la proposition Papa Outan, tu sais que derrière, tout est clean, tu vois, tout est bio, équitable et que tu vas choisir quelque chose de différent. Mais c'est complexe, mais en même temps, c'est vrai que nous, quand on regardait les pâtes à tartinettes, on a beaucoup qui arrivent en rayon en étant saines ou en étant juste sans huile de palme. Nous, on essaye, enfin, moi, un de mes buts dans ma tête, je sais pas si ça se fera un jour, mais j'ai envie que les gens disent demain je veux du Papa Outan. Tu vois, je veux que ça remplace le Nutella, tu vois. Ouais. Peut-être dans le sens du mot, tu vois, où maintenant tout le monde dit je veux une crêpe au Nutella. Nutella, c'est devenu pâte à tartiner, tu vois. Ouais. Je veux qu'on arrive à avoir une marque et une histoire qui est assez forte pour pouvoir le gommer. Et ce qui est intéressant quand tu parles d'entertainment, tu vois, c'est que pendant longtemps, on se disait qu'on voulait être un genre de Procter & Gamble où on va faire plusieurs marques. Mais plus le temps passe et plus on se dit qu'on veut être un Disney, tu vois. On veut pas créer, genre, je sais pas, un Nutella, on veut créer une Reine des Neiges, tu vois, par exemple. Parce que c'est des trucs après qui sont beaucoup plus puissants, parce que tu as un imaginaire qui est plus grand et que tu peux décliner et que les gens se transmettent. C'est un petit peu le point faible de Nutella quand même. C'est-à-dire que si tu fais l'analyse de la marque Nutella, je pense qu'un des points faibles, c'est, sans très mauvais jeu de mots, son marketing cucul-à-praline, tu vois. Oui. Ils sont cucul-à-praline à fond. Ouais. Du coup, tu vois, là, il y a un angle d'attaque intéressant. Et puis l'autre angle d'attaque, évidemment, c'est la légère problématique environnementale. Ouais. Donc moi, je pense que tu as raison. C'est hyper courageux d'enlever les claims. Tu vois, là, nous, on a fait des choix assez radicaux. Et on va continuer à les radicaliser. Le seul truc que je peux vous dire, c'est... je vais éternuer, tu couperas au montage, excuse-moi. Le seul truc auquel moi, je vous invite vraiment, vraiment, c'est d'y aller à fond. C'est-à-dire que quand tu fais des choses différemment, le nombre de personnes qui veut que tu fasses comme tout le monde,
il est hallucinant. Tu vois, nous, c'est con, mais on n'a pas de photo du produit sur les packs. C'est dommage, parce que le bacon La Vie, il est connu dans le monde entier pour être bluffant. On en discutait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Du coup, le premier truc que tu fais, c'est que tu mets une superbe photo du bacon sur les packs. Crispy, ça te donne dans bien la poêle. crispy. Ouais, c'est ça. Tu vois, on a des photos... franchement, on a des photos en interne où tu vois le truc, tu te dis, mais non, c'est pas possible, etc. Et en fait, on a décidé de pas le mettre. Parce que, en fait, c'est un code complètement... c'est un code dominant du marché. Avoir une photo de ton... C'est un peu comme, tu vois, on discutait avec un influenceur, Mister V, là, de ses pizzas, du succès de ses pizzas. Ok. Ah, t'en as parlé avec? T'as réussi à le... Ouais, on a réussi à le rencontrer. Très sympa, hyper sympa pendant très longtemps. Et c'est vrai que lui, avec ses pizzas, il est arrivé, Mais en fait, il a fracassé les pizzas surgelées en 3 secondes. Il y a un truc rigolo, c'est que en fait, quand tu regardes le rayon pizza, je dis bien toutes, tu vérifieras, toutes les pizzas, en fait, le packaging, c'est une photo de la pizza cuite. C'est vrai. Mais quand tu achètes une pizza à un camion à pizza ou une pizza emportée dans un resto, t'as pas la photo de la pizza, tu vois, t'as plus un univers, soit le pizzaiolo ou alors le nom du camion. Tu vois, t'as des codes sémiotiques un peu culturels profonds du camion à pizza. Et en fait, il se trouve que moi, j'ai acheté la pizza de la Mama sans connaître le mec, quoi. Enfin, sans piger. Ah ouais oui, au début, Putain, j'ai vu la pizza, je me suis dit, tiens, elle a l'air bonne celle-là, c'était pas cher, tac, c'est parti, tu vois. Et il y a des millions, ils en ont vendu des millions. Hein. Ils ont passé le million il y a quelques mois déjà. On peut assumer qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont acheté cette pizza chez Auchan, des mamans, des machins qui ne savent pas du tout qui c'est, juste parce qu'il a cassé les codes, en fait. À un moment opportun, en plus, avec les problèmes sanitaires qu'a connu la catégorie. Donc moi, le truc que je voulais te dire, c'est, moi je pense que c'est bien comme choix, tu vois, de pas tout dire sur un packaging. C'est en plus assez souvent le point faible des grands groupes, parce que comme t'as pas qu'une personne qui décide, tout le monde, tu vois, tu as des discussions, tu es obligé un peu de faire plaisir à tout le monde. Donc, le directeur de la sustainability, tu vas lui mettre le petit macaron Eco-score. Le directeur nutrition, tu vas lui mettre le Nutri-Score en facing parce que c'est important quand même. Il y a des études qui montrent que 72% des consommateurs veulent voir le Nutri-Score. Tu peux difficilement jeter les opinions de tout le monde à la poubelle. Quand tu es petit comme ça et que vous êtes 2-3 à décider, il faut pousser les curseurs à fond. Parce que ça, les autres savent pas faire, tu vois. Et ouais, je pense, allez-y. T'as un nom qui est positionnant, tu comprends quand il y a écrit Papa Outan que c'est un truc qui protège la forêt. Enfin, une grande partie de la population va comprendre ça de façon assez immédiate. Donc du coup, pour moi, il faut y aller à fond. Okay. Et larguer Nutella, ça me paraît une très bonne idée. La quoi, larguer Nutella? Ouais. Ah oui. Bah oui. Bah, attends, mais de toute façon, ça c'est une idée parmi d'autres, mais je vais te dévoiler notre première idée pour finir sur ça. Allez, vas-y. La première idée qu'on a qui va être pour le lancement chez Monoprix, c'est merci pour le pot. En fait, nous, c'est une pâte à recharger, donc tu peux utiliser, soit tu achètes un pot prêt à consommer, ou soit tu achètes un pot de Nutella, par exemple. Ah, malin. Et tu peux le recharger avec du Papa Outan, tu vois. Et t'en fais des cagnottes, par exemple, t'en fais une tirelire derrière. Pas mal. Ou t'en fais un jeu de chamboule tout, tu vois. Tu peux en faire plein de trucs en fait, des pots de Nutella. Mais du coup, là, tu veux que les consos utilisent le pot de Nutella pour mettre du Papa Outan dedans ? Ouais, c'est pas mal. Et nous, on veut aussi jouer sur ça, en faire du contenu en mode comment tu peux recycler ton pot une fois que t'en as plus besoin de ton pot, tu vois. Ouais. Donc tu peux en faire des tirelires pour faire des dons pour la forêt. Tu vois, ce qui est difficile avec ces idées-là, c'est qu'elles sont tellement riches. Qu'elles sont complexes. Elles sont un peu complexes. Ah, je suis d'accord. Donc la question, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est est-ce que tu peux la nettoyer au maximum pour que ce soit... sharp. Ouais, que quand tu la dises en 2 mots, les gens comprennent et se disent ah ouais, ça c'est évident. Ouais. Comment tu fais avec tes équipes pour ça? Parce que tu vois, on a tellement la tête dedans que genre pour arriver. Alors déjà, on n'y arrive pas très souvent, parce que tu vois, tu vois que les trucs qui sortent, mais il y a beaucoup de trucs qui sortent pas, ou même de trucs qui marchent pas, et de trucs qui marcheront pas, et voilà. Je pense que on arrêtera peut-être là-dessus. Moi, je pense que le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est tuer plein d'idées très rapidement. Ça va. Ça, j'ai pas peur. Alors, moi, j'ai 2 principes dans les trucs créatifs. C'est simple de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. Ouais, c'est le plus dur. Ouais. Ça, c'est la règle de base où je me force à chaque fois à essayer d'extraire, tu vois, l'essence. Et la deuxième, c'est pour avancer, faut tuer le bébé. Ouais, exactement. Donc, genre, dès qu'il y a une idée, genre, des fois, faut juste la tuer, passer à la suite, ou prendre... certains trucs de l'idée. Ouais, c'est ça. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure, l'exécution, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir parfois en créa, t'as parfois. Alors déjà, j'en discutais avec les teams de Buzzman qui sont quand même assez forts en créativité.
Et à un moment, on avait une deadline pour un événement. Il fallait que la créativité sorte. Et les mecs m'ont appelé pour me dire, on n'a pas trouvé. Je dis, comment ça, vous n'avez pas trouvé? Vous vous foutez de ma gueule? C'est quoi ce bordel? Et en fait, on a eu une discussion avec la team Buzzman. En fait, la créativité, parfois, c'est comme ça, quoi. Tu vois, on n'a pas trouvé le truc. Donc, désolé, on passe notre tour pour cette fois. Et puis, comment tu fais avec tes équipes? C'est ce que tu dis, c'est tuer un maximum. Et puis, se projeter dans l'exécution le plus rapidement possible, parce que parfois, tu as des idées exceptionnelles, mais qui ne s'exécutent pas. Ou alors, en tout cas, tu vois, tu as craqué l'idée, mais quand tu rentres dans l'exécution, il n'y a rien qui sort. Et du coup, il faut accepter de la lâcher, quoi. C'est quoi l'exécution? C'est comment tu la traduis visuellement ou dans un événement, dans un truc comme ça? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je peux te prendre un exemple assez récent. On avait, pour les 1 an de la vie, on avait une super idée qui était le mot pour les voisins. Tu vois, c'est-à-dire quand tu fais la teuf chez toi, quand tu fêtes ton anniversaire, tu mets un mot pour tes voisins. Et en fait, nous, nos voisins, tu l'as eu il y a 2 ans, celle-là, c'est ça? Il va mais... Alors attends, mais très bien. Donc celle-là, on peut en parler. Et en fait, on trouvait l'idée géniale parce que nos voisins, c'est Erta, c'est les voisins de rayon. J'ai hacké tes notes, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes et si tu veux, on trouvait l'idée super super chouette. Et puis tu sais, quand tu t'aimes une idée, je pense que vous devez le vivre au quotidien. Tu pars à fond. Ouais, ton cerveau, il commence à exploser. C'est parti, etc. Et puis tu vois, on avait fait le tour. Puis au bout d'un moment, dans l'exécution, il n'y avait rien. Et du coup, on l'a pas fait. Alors qu'on avait passé beaucoup de temps à travailler, tu vois. Vous avez fait un truc comme ça aussi avec les voisins, non? En mode, on a fait un post. Voilà, en fait, elle a accouché de ça. Okay. Mais tu vois, on s'est dit, tiens, en fait, on aurait peut-être dû la tuer plus tôt parce qu'en fait, il n'y avait pas de truc. C'était trop centré sur nous. Hein. T'as un vrai challenge quand tu vis. Alors surtout vous qui êtes encore très petit, hyper engagé, etc. Tu vois, je discutais avec les mecs de Buzzman au tout début. Il me racontait un truc assez marrant qui est dans les premières présentations de l'agence il y a maintenant très longtemps. Il y avait écrit ne nous demandez pas d'être vous. Ok. Et je me suis dit putain, c'est hyper intéressant, c'est très fort en fait quand t'es dans le truc, que c'est ta marque, ton bébé, ton projet, le projet de ta vie, ta cause, etc. De temps en temps, il faut quand même aller vérifier à l'extérieur que l'idée que vous adorez, parce que tu te vois le nombril, elle est sur ton truc tous les matins. Là, quand tu rentres, tu la vois, ton truc de faucon, merci pour le pot, etc. Faut aller un peu la frotter à l'extérieur, voir s'il y a quelque chose, quoi. Si les gens te disent... ouais, pas fou. Après, ça, qui te posent des questions, qui te disent « it's interesting », là, tu drops. Quand un Anglais te dit it's really interesting, là, tu sais que c'est de la merde. Moi, c'est vrai que j'ai ce truc où, genre, les idées, j'essaie d'en parler au maximum. Genre, dès que j'en ai une, j'essaie de la faire vivre. Je sais pas, moi, j'ai des potes qui ont peur de parler des idées. En mode, non, faut pas que j'en parle, sinon on va me la piquer. Ouais. Moi, je me dis, j'en parle et si on me la pique, c'est que c'était une bonne idée de toute façon. Donc, je la ferai aussi différemment, tu vois. Mais... c'est comme quand on t'a piqué la lettre de rupture, tu vois. C'était une bonne idée. C'est ça. C'est un bon finish. Non, mais écoute, on va te laisser filer parce que sinon, je peux encore te harceler pendant longtemps. Pas de souci, avec plaisir. Mais très très cool, une bonne discussion. On aura fait une carte. On en fait une dernière si tu veux. Allez. Mon record. T'es content, Guillaume? Ouais, c'est ça. Et on fait une dernière pour la route. Pour la route et puis pour pas partir avec le sentiment d'avoir foutu le bordel dans votre... Non, mais c'est moi qui fous le bordel. Dans votre podcast. Je suis censé être le présentateur de ce podcast. Allez, je prends celle-ci. Okay. Évidemment. Très après, cool. Si je prends la première après avoir regardé toutes les cartes. Écoute, c'est une bonne question. C'est quoi la force et la plus grande faiblesse de ta marque? La plus grande force de la marque La Vie, c'est son humour. Et la plus grande faiblesse, je pense que la plus grande faiblesse, c'est sa légère dépendance parfois à la méthode Coué. C'est-à-dire que... la méthode Coué. Ouais, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que la méthode Coué? Tu sais, c'est un peu le quand on veut, on peut, quoi. Tu vois, on a cette espèce et c'est la vie, mais c'est peut-être ma plus grande faiblesse à moi, tu vois, c'est l'éternel optimisme de vision, on va y arriver, être super ambitieux, aller le plus loin possible, etc. Et parfois, ça peut... alors,
ça va certainement un jour nous péter au nez parce qu'on va forcément faire une connerie. Tu vois, on a fait des campagnes génialissimes en Angleterre, mais il y a 2-3 créas où on s'est fait quand même un petit peu, on se dit bon, si on devait la refaire, peut-être qu'on la referait pas comme ça parce qu'on a peut-être été un peu trop loin dans la prise de risque. Mais je pense que c'est plutôt une force. Enfin, en fait, c'est sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire tu vois, j'aime bien cette carte avec c'est un peu le chien qui se voit mouse alors qu'en fait c'est un chihuahua, quoi. Notre plus grande force à nous en tant que marque et en tant qu'équipe, c'est tout est possible. Okay. Et ça peut devenir une faiblesse parfois parce que il y a quand même un reality check et parfois on est sur un fil et ça peut être difficile. Mais écoute, je touche du bois. So far so good. Et je pense que c'est notre force quand même d'avoir ce côté on va y arriver. Non, on est aussi un peu moi je sais qu'on a les meilleures idées quand on se dit faut qu'on ait une idée pour qu'à la fin le but ça soit de sortir Nutella des rayons. Tu vois, c'est en se mettant alors que c'est gros quand même de se dire ça, tu vois. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais nous, on se dit, bon, on va le faire, tu vois. Et si on se dit pas qu'on va le faire, déjà, personne ne le fera. Tu vois. En tout cas, ce qui est hyper intéressant dans votre approche, c'est d'avoir choisi un ennemi très clair. Ouais. Et d'y aller, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, t'as un ennemi... faut l'affronter. T'as un ennemi, il faut l'affronter, quoi. Faut y aller. C'est un peu le truc de Voldemort, Harry Potter. Mais bien sûr, tu vois. Bien sûr. Faut faire une saga là-dessus. Et plus vous pouvez les faire chier d'une façon intelligente, c'est ça qui va être votre plus grand challenge, en fait, c'est d'être intelligent dans la façon de les emmerder, le mieux ce sera. Et le plus vous vous rapprocherez de votre objectif. Si le produit est bon, et il l'est, puisque je l'ai goûté, et je trouve que c'est vraiment super bon, si vous avez un bon produit et une bonne proposition, après, évidemment, il faut aller les faire chier. Parce que c'est les marques qui ont des ennemis très très clairs. Tu vois, des marques engagées qui ont un ennemi très clair, avec nom, prénom, date de naissance, quel rayon, etc. C'est aussi les marques les plus simples à piger. Ouais. Parce qu'en fait, mine de rien, quand tu dis, moi, je veux sortir Nutella du rayon, tout le monde comprend ta mission, parce que tout le monde connaît Nutella. Ouais. Et tout ce qui va avec, tu vois. Et donc, c'est une force énorme, ça. Tu vois, tu pars avec toute l'inertie de Nutella, et de l'huile de palme, et du fait que, c'est vrai, mais c'est quand même trop bon, donc j'ai du mal à m'en passer. En fait, tout cet imaginaire collectif... C'est un peu ce qu'on appelle l'aïkido, moi ce que j'appelle l'aïkido marketing, c'est que là tu as une force énorme. Du coup, comment est-ce que tu exploites cette force pour le faire trébucher ? Punaise, c'est fou que tu parles de l'aïkido marketing parce que c'est écrit sur le tableau. Non. En même temps, il y a beaucoup de trucs écrits sur ton tableau, mec. Au bout d'un moment, cette technique diabolique. En fait, avant que tu viennes, j'ai regardé toutes tes campagnes. J'ai tout écrit sur le tableau. À un moment, il va dire ça. Juste, j'ai paraphrasé un peu, tu vois, j'ai changé quelques mots. L'aïkido marketing, c'est un classique. L'aïkido, j'en ai entendu parler dans une réunion d'une asso très radicale il y a pas longtemps. Ok. Donc. Écoute. Donc intéressant. Nous, on n'est pas une asso très radicale, mais on fait de l'aïkido. On a une grosse inertie avec la viande, donc on essaie de l'affronter. Après, ce qui est intéressant dans l'approche Papa Outan, par rapport même à nous, c'est que tu as un ennemi clairement identifié. Ouais. Comme je te le dis, avec nom, matricule, date de naissance, etc., qui s'appelle Nutella. Et du coup. Je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant parce que si vous n'arrivez pas à les sortir du rayon, si vous faites bien le job, vous allez les faire changer. Et être successful, vous, de votre côté, ce que je vous souhaite avec Papa Outan, et faire changer potentiellement un gros, ça va vraiment dans le sens de la cause que vous défendez. Donc c'est chouette. Mais écoute, trop bien. Mais d'ailleurs, dernier truc que Guillaume a conscientisé il n'y a pas longtemps, nous, on a beaucoup construit aussi la marque comme un film. Tu vois, avec le héros, le guide, tu vois, l'ennemi, tous ces trucs-là. Et pendant longtemps, si on compare Harry Potter, il y a Voldemort, t'as Dumbledore, et Harry Potter, c'est le seul à dire Voldemort, tu vois. Il le cite tout le temps. Ouais. Il le cite et tout le monde en mode « Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il dit son nom ? Faut vraiment pas en parler et compagnie. » Tu vois, ceux qui ont affronté Nutella jusque-là, en fait, ils ont jamais cité Nutella. Donc t'as des marques, je sais pas, notre Cholata, c'est qu'ils ont fait une pub où tu vois un orang-outan dedans à un moment, tu vois. C'est jamais en frontal. Ouais. Et nous, pendant longtemps, pendant un moment, on s'est dit on va remplacer Nutella par tu sais qui. Et en se remettant, tu vois, dans notre truc où non, on est dans un film, c'est Harry Potter, il y a un ennemi. Ouais. On s'est dit ok, en fait, faut redire, c'est comme Harry Potter qui redit Voldemort. C'est parce que Harry Potter remet des mots sur l'ennemi et le repointe du doigt qu'ils arrivent, tu vois, tous à
à le battre. Donc c'est depuis pas longtemps où on se redit qu'on reparle de Nutella. Et vas-y. Donc c'est le mood maintenant. On veut les sortir des rayons. Préparez-vous. On arrive. Prenez un dernier pot. Profitez du dernier pot. Et gardez-le. Le dernier pot avant la mort. Écoute, très cool. On va te libérer parce que sinon on va te mettre en retard et il ne faudrait pas qu'on te mette en retard. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est encore très décousu, désolé. Hein. Je suis un piètre animateur pour ce genre de choses, mais j'espère que c'est au moins intéressant ce que je dis et ce que j'arrive à faire dire aux gens. Donc merci Romain, c'était très cool de te recevoir. Merci à toi. Ouais, c'était cool, c'était chouette. Merci 1000 fois. Trop bien. Bonne journée. Ciao. Salut.